Temps. Alors maintenant, nous allons, je vais demander à Monsieur Alexandre de nous faire son exposé. Alors bon, c'est plus compliqué de vous définir. Attendez, je vous retrouve pas sur mon truc. Voilà. Après vos études, vous êtes devenu. Non, c'est pas ça. Ah, je fais comme mon voisin ce matin. Voilà, c'est pas bien présenté votre note. Télévangéliste. Pardon? Non, vous n'êtes pas évangéliste, mais presque. Vous évangélisez quand même. Pardon. Alors, chirurgien urologue, ancien élève de Sciences Po, de HEC, de l'ENA, écrivain, auteur d'ouvrages à succès, chroniqueur pour plusieurs journaux. Vous êtes aussi un chef d'entreprise. Vous êtes le fondateur du site Doctissimo, qui est très consulté, et que vous avez revendu aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous dirigez l'entreprise DNA Vision. Donc, l'intelligence artificielle est un sujet qui vous passionne et sur lequel vous avez beaucoup de choses à dire. Mais vous n'avez que 7 minutes. Messieurs et madame le parlementaire, mes chers collègues, je vais survoler des sujets que vous connaissez tous par cœur, donc soyez indulgents. Je récupère la zapette. Voilà. Vous avez même mon compte Twitter pour ceux qui sont des fanats de Twitter. Je vais aborder juste quelques points. En matière d'intelligence artificielle, bien sûr, on parle souvent des dangers de l'intelligence artificielle forte. Notre collègue Laurence de Villers je partage avec elle l'opinion que nous n'aurons pas d'intelligence artificielle forte demain matin et que donc les vrais sujets sont sur la gestion, la gouvernance, la régulation d'une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire sans conscience d'elle-même et n'étant pas directement dangereuse pour l'humanité. Je voudrais insister sur quelques points, des sujets qui nous tiennent à cœur avec Henri sur la souveraineté numérique. Le risque de devenir une colonie numérique des GAFA est augmenté aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'il y a un trou noir de valeur en faveur des groupes, des géants du numérique qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Et je vous rappelle qu'en matière d'intelligence artificielle, nous sommes un pays du tiers-monde. Nous exportons des spécialistes de l'intelligence artificielle, pas tous, et il y en a beaucoup dans cette salle, mais le Kun ne travaille pas pour Atos ou Capgemini, il travaille pour Facebook. Nous exportons des cerveaux et nous importons toute la journée de l'intelligence artificielle. 65 millions de Français importent de l'intelligence artificielle 180 fois par jour quand ils sont sur leur iPhone ou sur leur téléphone Android. Donc nous sommes des importateurs massifs d'intelligence artificielle. La réalité, c'est que nous avons perdu notre souveraineté numérique sur le numérique traditionnel, les apps, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Nous sommes à un tournant de l'humanité, c'est un slogan, c'est le patron d'Intel qui explique ça. Et derrière, on voit un certain nombre de déclarations tout à fait démiurgiques et catastrophiques. Le patron de Google qui explique que Google va faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui vont faire les choses mieux que l'homme. C'est la définition d'une intelligence artificielle forte. Elon Musk, le patron de Tesla, nous expliquait le 2 juin dernier, dans un grand élan lyrique, qu'il était urgent de mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux avant que l'intelligence artificielle ne nous transforme en animaux domestiques. Je suis persuadé que les enjeux actuels sont des enjeux sociétaux, de souveraineté, des enjeux économiques, et nous ne sommes pas à la veille d'un HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui voudrait zigouiller l'humanité. Je le répète, les enjeux sont des enjeux économiques liés au fait que nous sommes nuls en matière d'intelligence artificielle, faible en Europe, pris en tenaille entre les GAFA et les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et autres Xiaomi chinois. Nous sommes dans un contexte où l'intelligence artificielle n'est pas seule. Ce n'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé dans un univers où les GAFAM et les BATX sont éclos, on l'a dit, où l'idéologie transhumaniste a fait pousser dans les Silicon Valley des pulsions authentiquement démiurgiques et très transgressives, où les technologies NBIC arrivent progressivement à maturité et où la zone Asie-Pacifique, on peut le dire, croît plus vite que nous, est plus transgressif que nous et n'obéit pas exactement à nos règles morales, éthiques, philosophiques que nous pouvons avoir, nous, chrétiens démocrates et sociodémocrates de gauche, que nous sommes tous en comparaison de la zone Asie-Pacifique. Il y a 4 grandes caractéristiques à l'économie du XXIe siècle. Elle est basée sur des technologies exponentielles, les NBIC, et donc elle est très imprévisible. On n'a pas vu le renouveau de l'intelligence artificielle à la sortie du 2e ou 3e hiver de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va être gratuite en valeur relative face à l'intelligence biologique. Et ça a des conséquences majeures sur le marché de l'emploi. Majeures. Car quand il y a un bien gratuit, les substituts crèvent
et les complémentaires voient leur prix augmenter. Or, ce qui est substitué, c'est le travail peu qualifié, et ce qui est complémentaire de l'IA, ce n'est pas le travail peu qualifié, un data scientist est qualifié, la valeur du travail qualifié va monter parce que c'est complémentaire de l'IA, facteur de production qui sera à coût nul. Et la microéconomie rend ce verdict absolument incontournable. Démurgisation, effectivement, nous sommes dans une économie où la zone Asie-Pacifique se croit tout permis sur le biotechnologique, mais aussi sur le plan de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faudra une bonne gouvernance et régulation internationale de l'intelligence artificielle, c'est possible. Dernier point, la plateformisation. L'intelligence artificielle sort au robinet des grandes plateformes pour des raisons techniques que nous savons tous. Il faut beaucoup de données pour développer de l'intelligence artificielle et une étude récente a montré qu'un mauvais algorithme avec beaucoup de data est supérieur à un meilleur algorithme avec pas beaucoup de data. Or, les plateformistes, Google, Apple et les autres ont des milliards d'utilisateurs, Facebook 2 milliards, Apple 2 milliards, il n'y a aucun équivalent en Europe. Nous n'avons pas la base industrielle nous permettant d'avoir chaque jour des milliards de photos et je vous rappelle que nous sommes tous les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Lénine disait que les bourgeois de gauche étaient les idiots utiles de la révolution. Nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle et nous mettons chaque jour 10 milliards de photos gratuitement sur la nébuleuse, rien qu'elle, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Les technologies NBIC se développent, mais elles ne se développent pas toutes au même rythme exponentiel. Et je crois que c'est important à comprendre que ce qui est à gauche, là, la biologie, la recherche d'un médicament dans l'Alzheimer, le traitement de la myopathie, la robotique, ça ne croît pas de façon exponentielle. C'est lent, ce n'est pas exponentiel. D'abord parce qu'un robot, c'est une alouette d'intelligence artificielle et un cheval de mécanique, et que le prix de la mécanique ne baisse pas. Et donc la robotique ne croît pas. Et je pense que le COE sous-estime le décalage qu'il va y avoir entre robotique et intelligence artificielle tertiaire sans robot. D'un côté, on a une exponentielle et de l'autre, on a une courbe qui est pas vraiment une exponentielle. La robotique ne va pas beaucoup bouger le marché du travail. L'IA sans robot va croître exponentiellement et va faire exploser, imploser ou radicalement modifier des aspects importants du travail. Pas avec la techno de 2017, mais à un peu plus long terme. Donc à droite, en revanche, ce qui est électronique et ce qui est intelligence artificielle sans support mécanique, sans biologie, elle va croître beaucoup plus vite. Allons-nous devenir une colonie numérique des GAFA? Je pense que la stratégie à l'intérieur de l'État, des gens comme Henri qui se battent pour défendre notre souveraineté, notre identité et notre part de la chaîne de valeur mondiale du numérique est très importante. Mais au-delà de ce que fait l'État et de sa transformation en start-up pro-intelligence artificielle, il va falloir que l'ensemble du tissu économique et que la société civile comprennent en Europe que si nous n'avons pas des plateformistes à l'échelle des Chinois et puis des Américains, nous serons, excusez la formule, le Zimbabwe de 2080 à l'Europe. Nous sommes en train de perdre nos ressorts économiques. La base fondamentale de création de valeur qui est l'IA et les technologies NBIC, il n'y en a pas une miette en Europe. Pas une miette. Et là, nous avons une responsabilité historique, tous autant que nous sommes en Europe, si nous ne voulons pas devenir effectivement une colonie numérique des GAFA. Il y a un trou noir de valeur en faveur des algorithmes et de l'IA, avec un changement radical dans la structure de valeur. Traditionnellement, on avait des business verticalisés. Nissan fait des bagnoles, Danone des yaourts, Gaumont du cinéma, le Sénat de la politique, et puis Badois de l'eau. Aujourd'hui, nous avons une horizontalisation des métiers et on voit arriver des conglomérats de l'intelligence artificielle qui font plusieurs métiers. Baidu, le Google chinois, se lance dans la voiture autonome à partir de l'intelligence artificielle. Nous avons une transversalisation grâce à l'IA qui est nouvelle et nous avons une aspiration de la valeur. Je ne veux pas insulter les travailleurs ici, mais je me permets de rappeler que les 55 petits génies de WhatsApp ont créé en 4 ans 23 milliards de valeur. De valo, c'est donc de valeur puisque ça a été payé ce prix-là en actions Facebook qui depuis a augmenté, pendant que les 130 000 valeureux travailleurs ouvriers contremaîtres de Peugeot dans les brumes du Jura et des Vosges du Sud ont créé moitié moins en faisant les 3-8 depuis plus d'un siècle.
c'est injuste, c'est politiquement incorrect, mais c'est la réalité de l'aspiration à valeur de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Si nous ne participons pas à cette création de valeur, la paupérisation relative de nos populations est une certitude et la gestion politique ne va pas être simple alors que nous sommes déjà en pleine crise populiste, comme vous avez pu l'observer. En matière de fonction de production, ce qui me paraît important, si on raisonne microéconomie, c'est que nous avons un changement radical avec l'intelligence artificielle dans l'organisation de la fonction de production au sens valracien du terme. D'habitude, la production, l'output, c'est du capital et du travail, K et L. Aujourd'hui, on voit apparaître une part nouvelle de capital, qui est l'IA, que j'ai mis en jaune, un déclin fort du travail et une montée en flèche de la valeur du travail très qualifié. Mais en réalité, le travail très qualifié, c'est du capital, ce n'est pas du vrai travail. Et d'ailleurs, le capital très qualifié, il est payé en actions et en stock options. C'est un coût en capital, ce n'est pas réellement du travail. On voit bien qu'on a un déclin relatif de la part du travail par rapport au capital, l'intelligence artificielle déstabilisant le rapport relatif entre le capital et le travail, en faisant apparaître une nouvelle forme de travail qui devient du capital et qui est à coût nul en valeur relative à moyen terme face au cerveau biologique. Ce qui ne veut pas dire que le travail va disparaître et que les emplois vont disparaître. En tant que schumpeterien du centre-gauche, je suis persuadé que nous allons inventer plein de nouveaux métiers. Quelle tâche pour quels hommes? C'est un vrai sujet. Et l'école de la République en France, comme toutes les écoles dans le monde, à part dans certains pays comme Singapour, le Vietnam, la Corée, est extrêmement en retard. La complémentarité entre le neurone et le transistor, elle nous semble naturelle et tous les rapports de la sphère publique nous expliquent que, naturellement, plein d'emplois vont se créer autour de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas du tout gagné. Ce n'est pas gagné. Cette complémentarité entre l'intelligence artificielle et le travail est un combat. Et je vous rappelle que dans le futur, tous les gens qui ne seront pas complémentaires de l'intelligence artificielle seront soit au chômage, soit avec un emploi aidé. Pas 99%, 100% par définition. Si vous n'êtes pas complémentaire de l'IA, vous n'avez pas de travail. En effet, si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage ou vous êtes au RSA. Par définition. Bien sûr, cette complémentarité sera plus difficile dans le temps si nous ne rénovons pas l'école et puis la formation professionnelle. Cela va se faire progressivement, cela ne va pas faire en 5 minutes, mais nous devons réfléchir à cette équation fondamentale. Aucun emploi non complémentaire de l'IA n'existera en 2050, par définition. Aucun. Il va donc falloir réfléchir à organiser les filières professionnelles de manière à ce que les enfants de demain soient complémentaires et ayant visité quelques centres de formation pour apprentis récemment, je peux vous promettre que nous n'en prenons pas le chemin. Et les gamins qu'on forme aujourd'hui sur des vieilles machines non à commande numérique dans nos campagnes qui ont 16 ans aujourd'hui et qui vont travailler jusqu'en 2060, eh ben, nous ne leur donnons pas un long fleuve tranquille sur le plan professionnel face à l'intelligence artificielle avec les machines pourries dont ils ne se serviront jamais et sur lesquelles, de toute façon, ils n'ont aucun avenir. Nous avons une responsabilité politique très importante. Je ne suis pas sûr que nous nous en rendions bien compte. Le problème de la complémentarité, c'est qu'un robot, ça coûte cher. Ça coûte très cher, alors que l'IA ne coûte pas cher. Et l'IA progresse plus vite, je l'ai dit tout à l'heure. Et que, globalement, les robots remplacent plutôt des métiers peu qualifiés, alors que l'intelligence artificielle, qui n'est pas basée sur des robots, peut remplacer des métiers très qualifiés. Je partage l'opinion de Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle, enfin d'une des deux branches de l'IA chez Facebook. L'intelligence artificielle aura dépassé les radiologues, et je me permets de le dire en tant que chirurgien, et ce n'est pas une vendetta corporatiste, aura dépassé les meilleurs radiologues avant 2030. Donc nous avons un problème de reconversion qui dépasse le problème des chauffeurs routiers et des emplois non qualifiés. L'IA va aussi nécessiter une réorientation de métiers à haut contenu cognitif traditionnel. Et d'ailleurs, on voit bien que le lien entre qualification des emplois et risque d'automatisation, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait il y a encore 10 ans, où on raisonnait robot au lieu de raisonner IA. Si vous prenez ex santé, bien sûr, ça va changer et on va trouver de nouvelles fonctions pour les radiologues et pour les médecins.
Si vous prenez la médecine personnalisée, qui est très à la mode, c'est-à-dire la médecine personnalisée en fonction de nos caractéristiques génétiques, elle va tuer le médecin traditionnel. Dans une équation où le malade est de la data et le docteur du software, ce qui n'empêche pas le docteur d'être empathique, dans un monde où le séquençage ADN, c'est 3 milliards de bases ADN, en données brutes 20 téraoctets, 20 000 gigas, 20 000 milliards d'informations par malade, où on a chacun 2 millions de mutations face au génome de référence, 2 millions chacun. Tous ici dans la salle, on a 2 millions de mutations. Toutes ne sont pas promesses de maladie, bien sûr, mais on a 2 millions quand même. Et quand on a un cancer, nos cellules cancéreuses ont 25 millions de mutations chacune, et où l'analyse de tout ça nécessite des ACP au sens large du terme à 800 millions de facteurs, il est clair que même Dr House ne va pas, en 15 minutes de consultation, déshabillage et rhabillage compris, analyser 20 téraoctets de data. Nous allons avoir un transfert de pouvoir médical vers les algorithmes, avec cette médecine très différente, basée sur un big data qui exclut que le cerveau biologique analyse les données. Ce qui ne veut pas dire que le cerveau biologique n'a pas sa place, mais sa place est profondément transformée. Ce qui pose des problèmes parce que, bien évidemment, comme aucun médecin ne peut analyser 20 téraoctets en 15 minutes, les décisions éthiques seront implicites dans l'algorithme d'intelligence artificielle et ne sera plus dans le cerveau du docteur. Quelle réponse politique peut-on apporter? Et je crois qu'il va commencer à falloir réfléchir, et il est dommage qu'il n'y ait pas plus de parlementaires cet après-midi. Nous avons un vrai problème que nous connaissons. Cette courbe, vous la connaissez tous. Elle fait froid dans le dos. C'est l'augmentation des revenus en 2 décennies de mondialisation par décile. Tout le monde a profité de la mondialisation. Tout le monde. Sauf le creux qui correspond, pour la faire courte, aux petits blancs moyennement et peu qualifiés. C'est-à-dire les classes moyennes occidentales traditionnelles qui ont vu, pendant toute la mondialisation, leurs revenus stagner, voire dans certains pays comme les États-Unis et même l'Allemagne, baisser de 1 à 2%, pas par an bien sûr, mais sur 30 années. Nous avons là une des explications au populisme, et là ce n'est pas encore l'intelligence artificielle qui est en jeu, c'est juste la confrontation entre l'Asie et l'Europe. Je vous rappelle qu'un docteur en génomique à Bangalore coûte à l'heure 3 fois moins cher qu'un ouvrier spécialisé aux 35 heures en région parisienne, ce qui est une situation qui ne durera pas dans les deux sens. On a vu la Trump-brexisation que personne n'attendait, et je le répète, c'est avant l'intelligence artificielle, la réponse populiste à ces angoisses, même si ex post nous trouvons des solutions et nous assurons à la plupart des gens une formation professionnelle continue qui va les rendre complémentaires de l'IA, et je l'espère profondément, la réponse politique ne va pas être simple et des angoisses importantes vont agir. Alors on nous propose aujourd'hui une utopie techno-marxiste qui est le revenu universel de base, marxiste n'étant pas péjoratif du tout à mes yeux. Je pense que le revenu universel de base est absolument suicidaire. Je pense que les gens qui le promeuvent comme amont sont les idiots utiles d'une intelligence artificielle semi-forte. Si tous les gens qui ne sont pas complémentaires de l'intelligence artificielle, on les met sur le côté, on leur donne des jeux et du cirque, dans 50 ans, on a Metropolis et dans un siècle, on a Matrix. Il faut qu'on se batte jour et nuit en réformant l'éducation et le système professionnel pour assurer la complémentarité des travailleurs, quel que soit leur niveau de qualification, avec l'intelligence artificielle faible. Sinon, c'est un suicide collectif et c'est de l'irresponsabilité politique. Et pas seulement des politiques. C'est une irresponsabilité politique de l'ensemble de la société civile. Il y a là un chantier de plusieurs décennies. Il est dommage que les politiques, handicapés du mulot qu'ils soient, n'en prennent pas la pleine mesure. Va-t-il y avoir des contre-pouvoirs? Comment va-t-on organiser la régulation, la gouvernance, la police de l'intelligence artificielle faible dans un premier temps et semi-forte dans un deuxième? C'est un débat politique immense. Henri a beaucoup réfléchi là-dessus et je partage beaucoup de sa vision. Je pense qu'il faut y travailler aujourd'hui. Ce n'est pas gagné. Quand ce type de dispositif demain
fournira un service irremplaçable à nos citoyens. Et vous avez vu le succès immense et totalement inattendu d'Echo Alexa d'Amazon, que personne au monde n'a vu venir. On ne peut qu'être inquiet quand on voit que 50% des Français, dans un sondage récent, confieraient volontiers leurs données de santé et leur santé aux GAFA, et chez les jeunes gens, 68%. On se dit qu'il va falloir de la pédagogie pour organiser, un, notre sursaut face aux GAFA et aux BATX, deux, notre souveraineté. Il est aujourd'hui plus urgent de réfléchir à ces enjeux de souveraineté, ces enjeux économiques, ces enjeux scolaires et de formation, que de fantasmer sur une intelligence artificielle forte qui, comme le dit très bien le Kun de Google, ne permet pas d'envisager un scénario à la Terminator avant 2035. C'est la date qu'il a fixée. Je vous remercie. Merci, pardon. Pardon, excusez-moi. Là, on est sans voix à la fin. Hein. J'ai fait soft aujourd'hui. Très bien, oui, très bien. Mais j'étais déjà vaccinée, donc...